Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Jean-Michel Bertrand récemment, à l'occasion de la sortie de son film Vivre avec les loups, qui sortira le 24 janvier prochain. Donc on a fait une petite visio et on a échangé à ce sujet-là, et on tenait à ce que vous ayez accès à notre échange, donc j'ai enregistré notre visio, et c'est ce que je viens vous partager aujourd'hui. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter Jean-Michel que j'ai eu plaisir à échanger avec lui. Évidemment, je vous invite à aller voir son film Vivre avec les loups qui sera en salle donc dans quelques jours, le 24 janvier prochain. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout bientôt. Il est là, Yo-Yo. Salut Jean-Michel, Salut, comment va? ça va et toi? Eh ben, ça va très bien. Ravi de te rencontrer par écran interposé. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, on s'est raté, on n'a pas pu se rencontrer en vrai, mais c'est déjà chouette de pouvoir échanger malgré tout. Donc tu es en pleine promo de ton film Vivre avec les loups. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est un petit peu compliqué en ce moment, t'es pas mal demandé je crois. Ouais, je suis pas mal occupé là. On peut dire que ça ressemble un peu à un tourbillon, mais ça me porte. Ça me porte. Je veux dire, c'est pas une contrainte, ça me porte parce que quand on fait des films, c'est pour partager des choses. Sinon, on garderait tout pour soi. Et puis, le jeu, c'est justement d'accompagner les films. Alors déjà, moi, je les accompagne beaucoup dans les salles de cinéma, j'aime bien rencontrer le public. Et puis la promo, ça fait partie de ça. Et puis la promo, c'est pas se vendre, c'est défendre des idées. Il y a un contraste assez fort avec ton quotidien qui est dans les montagnes, vachement dans la nature, que moi je connais aussi quand je fais mes petites aventures et que je reviens un petit peu en ville, c'est toujours un petit peu particulier, tu trouves pas? J'arrive à cloisonner en fait dans ma tête, c'est-à-dire que le film, déjà, c'est vrai qu'il y a tout le moment du tournage, évidemment, où là c'est vraiment dehors, beaucoup de bivouac. Là, beaucoup de cabanes, parce que j'étais dans une cabane, enfin voilà, donc beaucoup dehors pendant plusieurs années. Moi, ça fait officiellement, en fait, le film a été tourné en 1 an et demi, mais en fait, ça fait 3 ans qu'on y travaille dessus. Ah oui, ok. J'ai arrêté le précédent, on a enchaîné, et puis moi, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Donc, quand j'ai eu terminé, justement, la promo, l'accompagnement, d'ailleurs, j'ai été aidé, malheureusement, par le Covid. Ouais. Parce que le film précédent est sorti en janvier, puis en mars, on a été bloqué. Et donc, depuis lors, je suis sur le terrain. Et puis après, une fois qu'on a bouclé le tournage, il y a toute la post-prod, il y a le montage. Et ça a été 4 mois de montage à Paris, ici. Ok. Bus derrière, le mixage, la musique, avec Armand Amar, l'étalonnage, enfin bref, toute la post-production qui dure quand même du temps, 6 mois. Et maintenant la promo, donc quelque part je suis déjà sorti, on va dire. Ça fait un petit moment que t'es plus là-dedans, voilà. Finalement. Et quand je rentre à la maison, alors peu malheureusement, et encore moins ces jours-ci, mais quand je rentre à la maison, je cavale direct, relever mes caméras automatiques, voir où les loups sont passés. Après, voilà, c'est un truc qui s'arrête malgré tout jamais. Et au niveau du tournage, c'était marrant parce que même en plein montage, on a encore ramené des images. Et oui. Alors que le montage était presque fini parce que j'étais rentré un week-end à la maison et que j'avais eu des trucs sympas. Ouais, t'es parti relever tes pièges photos en montagne et tu dis ah non, c'est pas possible, faut que je ramène ça à Paris, faut qu'on le mette dans le film quoi. Exactement. Ok, génial. Bon, il y a beaucoup de monde qui te connaît, mais malgré tout, je vais faire un petit récapitulatif de ton parcours si tu veux bien. J'ai essayé de travailler un petit peu, j'ai essayé de prendre un peu des infos à droite à gauche et tu me dis si je dis des bêtises. Vas-y. Alors, tu as commencé très jeune finalement à réaliser. En 1983, tu es revenu d'Islande et tu proposes ton premier documentaire qui s'appelle Islande, qui recevra le prix du Festival du Grand Voyageur. Dans les années 90, tu réalises 2 documentaires, l'un sur les enfants irlandais qui survivent grâce à l'élevage, et l'autre où tu témoignes de la vie des Mongols, passant du désert de Gobi jusqu'à la Sibérie. On arrive ensuite dans les années 2000, où durant 5 ans, tu vas essayer de filmer un oiseau incroyable qui est l'aigle royal. Et tu vas nous partager du coup en 2010 ton premier documentaire animalier, si je dis pas de bêtises, Vertige d'une rencontre. Et donc après ça, la suite on la connaît bien parce que tu vas consacrer le reste de tes années là jusqu'à aujourd'hui autour du loup. En 2014, tu décides de passer 2 ans dans la nature en espérant pouvoir rencontrer les loups et surtout tenter de comprendre le fonctionnement d'une meute, ce qui donnera vie en 2016 à la Vallée des Loups. 2 ans plus tard, donc en 2018, tu réalises Marche avec les loups. Donc là, c'est un documentaire qui est quand même plus axé sur le mystère des dispersions. Donc les dispersions, ça va être
le déplacement des jeunes loups qui quittent l'émeute en quête d'un nouveau territoire. Et enfin, donc, ton dernier documentaire, et c'est pour ça qu'on est là notamment aujourd'hui, Vivre avec les loups, qui sera au cinéma le 24 janvier prochain, dans lequel tu continues en fait le suivi d'une meute. Et en parallèle de ça, tu vas à la rencontre et tu vas surtout donner la parole aux personnes qui sont confrontées à cette présence et qui n'est pas toujours simple à gérer, donc particulièrement les éleveurs. Tu tentes en fait de comprendre les difficultés, mais aussi tu essaies de savoir s'il existe des solutions pour avoir une cohabitation un peu plus pacifique. Est-ce que j'ai bien travaillé, Jean-Michel? J'ai bien travaillé, sauf que La Vallée des Loups, c'était 2017 et Marche avec les loups 2020, mais ça ne change pas grand-chose. Okay. Les années de sortie, en fait, ça ne change rien. Et effectivement, j'ai eu deux vies, c'est-à-dire que j'ai eu une première vie où j'ai beaucoup voyagé, où je faisais des docs, qui étaient vraiment des docs ethnologiques, on va dire, un peu plus sur les gens. C'est une opportunité qui m'est arrivée parce que je voulais faire des films. Et au départ, je voulais toujours filmer les animaux dans les Hautes-Alpes, mais j'ai eu cette opportunité-là. Okay. Et c'est vrai que c'est gratifiant quand tu as 20 ans, 25 ans, de partir au bout du monde, de ramener des films, d'en vivre. C'est gratifiant et puis on gagne sa vie et on a du temps libre quand même pour continuer à aller en montagne parce que j'ai toujours vécu là où j'habite toujours et que je suis né dans la vallée du Champsaur, dans les Hautes-Alpes. Et je ne regrette pas évidemment, mais j'étais toujours frustré. C'est-à-dire que chaque fois que je suis parti, je partais en voyage, j'avais la moule, j'avais la larme, j'avais le cafard. Et je me disais, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas alors que tu as tout ici. En gros, c'était ça. Ça paraît un peu étrange, mais c'est ma vie. Et j'en ai souffert. Et à un moment donné, justement, j'en ai eu marre. J'ai dit, le voyage, c'est vraiment devenu un bien de consommation. J'ai été aussi de plus en plus formaté par les impresarios, les diffuseurs. Il y avait de plus en plus, quand on parlait de l'Irlande, de parler du Connemara et des murs de pierre que des gamins qui élèvent des chevaux du blé pour sortir de la drogue, les problèmes qu'ils avaient à l'époque avec l'IRA en Irlande du Nord, etc. Et donc j'ai franchi le pas, effectivement, pour faire ce film sur l'Aigle Royal, qui pour moi est un film hyper important, surtout parce qu'il est déjà un film expérimental. Okay. J'avais envie de raconter le chemin. Je n'avais pas envie de faire des super images d'Aigle Royaux, de faire une espèce de surenchère, comme c'est malheureusement beaucoup le cas dans le cinéma ou dans la photo animalière, surtout avec du matériel qui évolue. Et donc voilà, c'est vrai. Voilà. Je me dis, il y en aura toujours un qui filmera l'aigle mieux que moi. Le but, c'est vraiment de raconter le chemin et la passion. Pourquoi cet animal, comment on fait pour ne pas le déranger, pour le voir. Enfin, voilà. Et ce film était vraiment expérimental. Il est sorti au cinéma en 2010, mais avec 10 copies, donc un truc dérisoire, aucune com. On a quand même fait 20 000 entrées, et puis surtout, ça m'a permis de faire des festivals, etc., et d'avoir une forme de reconnaissance qui m'a permis de continuer et de faire ce film La Vallée des Loups qui était encore plus un peu délirant au départ, c'est-à-dire que je suis allé voir le producteur, je suis allé voir Jean-Pierre Bailly, mon producteur, en lui disant je vais faire un film sur un animal que je verrai peut-être jamais. En gros, c'était vraiment une quête, et ce qui m'intéressait, c'était la quête. Et là-dessus, il m'a viré, évidemment. Et puis je suis rentré par la fenêtre, j'ai insisté. Mais moi, j'étais déjà sur le terrain, je me sentais à ma place. Vertige du non-compte depuis l'aigle. Je me sentais bien à ma place et j'ai réussi à capter des loups. Je suis incroyable. Et là, j'ai dit, voilà, il y a quelques loups, mais voilà, on n'était pas justement sur des loups, nourris, abattés. Bien sûr. Ou avec des animaux imprégnés, bien sûr. Donc c'était un peu pourri, hein, les images, mais ils étaient là. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, j'avais dit, si je vois la queue d'un loup à 300 mètres, c'est bon, quoi. Voilà. Et du coup, Jean-Pierre a mordu à cet hameçon-là. Et il a réussi à convaincre les gens de pâté, ce qui est complètement dingue. Il leur en parlait, il a dû sentir un truc, et il a convaincu les gens de pâté, jusqu'à la rencontre avec Jérôme Sédou, pour lui vendre encore ça. Un film sur un animal qu'on verra, bon, là j'en avais un peu, qu'on verra peu. Est-ce que vous allez avoir des chasses, des loups qui chassent? Bon, ben, j'ai dit, si ça m'arrive, il y en aura, si ça m'arrive pas, il n'y en aura pas. D'ailleurs, il n'y en a pas eu. Et il a adhéré parce que j'ai défendu cette notion de raconter le chemin et de me mettre alors en scène. C'est ce que j'avais déjà fait avec une petite caméra vidéo dans le film sur l'aigle.
pour que les gens s'identifient à moi, en fait, Ouais. rentrer dans ce qu'on est, dans cette passion. Je crois que tu as la même que moi, et tu sais ce qu'on vit au quotidien, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler, plutôt que d'avoir des images dont on ne sait pas d'où elles viennent, très jolies, mais avec des montages parfois un peu anthropomorphiques, justement, où on donne des prénoms aux animaux. Et donc, moi, j'avais envie de prendre ce contre-pied. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire La Vallée des Loups, où j'ai vu un peu plus de loups que Ce que tu pensais. Mmh. Ça a été bien pour moi. Et puis après, ben, les rencontres avec le public, les débats, m'ont amené à ce deuxième film qui n'était pas du tout prévu, qui est Marche avec les loups et qui parlait de la dispersion, de la territorialité des loups. Ouais. Je crois que c'était important de parler de ça, parce que les gens me disaient, mais oui, mais dans cette vallée, s'ils sont des petits, mais il va y en avoir 20, 40, 60, tout ça régulé. Ben non, ça ne régule pas. Les loups sont régulés par la disponibilité en proie et en nourriture, et il y a ces phénomènes de dispersion, de territorialité, qui est vraiment le trait commun à tous les grands prédateurs. Et voilà. Et puis, évidemment, je me suis fait un peu secouer, parce que le sujet est quand même un peu chaud, avec ce film-là. Et je me suis dit, bon, ben, il faut aller encore plus loin, parler de coexistence, rencontrer des gens, discuter. Et c'est comme ça que j'ai fait ce dernier film. Mais au départ, il ne devait y en avoir qu'un. Et oui, c'était pas du tout prévu d'avoir une trilogie, quoi. C'était quand même assez courageux et assez ambitieux à l'époque. Je repars sur la Vallée des Loups, parce que déjà dans la technique, quand tu parles d'avoir un petit peu la caméra au point et de te filmer au cinéma, c'est pas quelque chose qu'on voyait beaucoup. Et puis aussi, il faut quand même ramener les choses. Donc tu commençais à tourner, t'as commencé à tourner, oui, je pense 2014, 2015. 2016, c'est ça, pour La Vallée des Loups? J'ai commencé en 2013, en fait. 2013, enfin, les loups, oui, on en entendait parler, mais je pense qu'à cette époque-là, s'il y avait 200 loups sur le territoire, c'était le bout du monde. Donc c'est vrai que c'était un pari risqué de se dire, bah, je vais tenter de filmer un des 200 loups qu'on peut compter sur le territoire national. Ça devait être effectivement assez compliqué à entendre pour Jean-Pierre Bailly. Ce projet, il a dû faire la grimace, oui. Voilà, il a fait la grimace, et puis en fait, je crois que c'est comme dans tout, et surtout dans le cinéma encore plus qu'ailleurs, c'est la passion qui mène, et il faut y croire, il faut se battre, il faut défoncer les murailles. Et quand on a vraiment quelque chose à défendre, et ben on y va à fond, et on finit par convaincre. Et on finit aussi par trouver un public qui était là. On lui parle de cette façon-là, et qu'on aborde un peu le cinéma animalier différemment, qui d'ailleurs n'est plus vraiment du cinéma animalier, qui est juste un film qui raconte une histoire. Ouais, on pourrait appeler ça un film documentaire, c'est un peu entre les deux finalement. Ouais, un documentaire de création, c'est un film, voilà, tout bêtement. Comment tu t'es retrouvé à 24 ans, caméra à l'épaule, en Islande, dans les années 1980? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as fait des études dans ce milieu-là? Enfin, l'image dans les années 80, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Déjà aujourd'hui, c'est pas un truc qu'on fait comme ça en un claquement de doigts, mais alors j'imagine que dans les années 80, c'était encore plus particulier. Alors moi, j'ai quitté l'école à 16 ans pour faire ce boulot, pour filmer, faire des photos un peu, mais surtout pour filmer. D'accord. Et j'ai quitté l'école très tôt. Mes parents m'ont dit, bah, tu quittes l'école, c'est bien, mais tu vas bosser. Donc du coup, j'ai été moniteur de ski, j'étais saisonnier en fait, moniteur de ski d'hiver. L'été, je bossais à l'Office des forêts, à l'ONF, planter des arbres, faire des sentiers et tout. Okay. Et je faisais mes images comme je pouvais, avec une petite caméra, des appareils photo, des photos, et puis je cherchais, je n'avais pas grand-chose, puis je n'avais pas les moyens évidemment de m'acheter une vraie caméra. Et j'ai eu une chance que j'ai saisie, c'est de rencontrer un gars qui m'a proposé d'être l'assistant d'un réalisateur de documentaires qui travaillait pour une chaîne américaine, AMC. D'accord. Et pour des universités américaines, et qui partait en Haïti faire un film sur le vaudou, et que l'assistant venait de lâcher. D'accord. Le gars, il était dans la merde. Et j'avais rencontré cet intermédiaire, en fait, qui faisait des conférences pour Connaissance du Monde, à l'époque, dans mon village. J'ai passé à Saint-Bonnet, en Champsaur. Ah, c'est marrant. Il m'a dit, ouais, j'ai un copain. Moi, j'ai dit, c'est peut-être du bluff, mais je dis, moi, je pars demain. Faut dire qu'Haïti, ça ne me faisait pas rêver. Hein. Moi, c'était les Mélèzes. Oui. Je savais qu'il y avait une petite opportunité à saisir. Et ce gars-là, Bouchard Jersey, m'a convoqué à Paris. Je suis allé à Paris.
On est parti en Haïti, j'étais son assistant sur le Vaudou avec des trucs pas possibles. Je pense qu'il y a 3 livres à écrire. J'ai perdu 8 kilos en 3 semaines. Enfin, on a vécu des expériences assez dingues. Ok. On était surtout sur des cérémonies de magie noire et tout ça, donc c'était un peu rock'n'roll. Ah oui, particulier, oui. Et du coup, j'ai continué à être son assistant. Et j'ai travaillé avec lui sur plusieurs films, etc. Et là, le fameux intermédiaire, qui s'appelle Max, m'avait dit ce gars-là, il est hyper charismatique. C'était le cas sur Le Fou Furieux. Vous connaissez Mickey Rourke, qui habitait en de dingue. C'était pas du tout, moi ça me faisait pas rêver. Et je savais que je tenais un truc avec ce gars-là. Et donc j'ai travaillé avec lui, puis à un moment, j'ai gagné un peu d'argent, il m'a bien payé et tout, en tant qu'assistant. Et puis, Max me dit, ce mec-là, tu vas passer ta vie derrière lui, dans son ombre. Donc lâche-toi. Et c'est là que j'ai décidé de faire le film sur l'Islande. L'Islande, ça me faisait rêver. Alors on était en voyage, évidemment, avec Lushan. Moi, je pensais plus trop à mes chamois et à mes aigles. Oui. Pourtant, ils étaient là, bien sûr. Mais là, j'étais dans cette espèce de recherche, de trouver ce métier et de trouver une voie. Et j'ai fait ce film sur l'Islande que j'ai produit moi-même. Okay. Donc, avec mes économies, avec un prêt à la banque. Mes parents m'ont aidé aussi, mais bon, mes parents, ils n'étaient pas millionnaires, donc dans la mesure de leurs moyens, je suis parti avec une petite Beaulieu 16 mm et des petites bobines de 30 mètres qui me filment 3 minutes. Et j'ai sorti ce film. Le film, je l'ai exploité en tournée de conférences en Afrique, notamment au Canada, un peu en France, en Suisse. Et j'ai réussi à retomber sur mes pattes et à travailler. Mais alors les tournées, ça durait des années. J'ai exploité pendant 7-8 ans ce film. Dès ton plus jeune âge, tu baignais là-dedans et c'est un peu ça qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Ah ben totalement. Ouais. Totalement. Et puis quand j'étais gamin et même jeune adulte, j'avais jamais vu un chevreuil, j'avais jamais vu un cerf. Quand quelqu'un tuait un sanglier, c'était l'événement, ça passait sur le Dauphiné libéré. Parce qu'on est à des époques où il y avait beaucoup moins d'ongulés sauvages. Et tout ça est arrivé après. C'est d'ailleurs ce que je raconte un peu dans Marche avec les loups. C'est-à-dire qu'on a eu des périodes où on a surexploité nos montagnes, où il y avait trop de monde, où on a trop coupé, trop pâturé, on est allé trop loin et les gens se sont mis à crever de faim et ils sont partis, comme mon grand-père qui est parti en Amérique et qui est revenu pour se battre pour la guerre de 14. Ah oui. Et ouais. Et puis il y a eu ces vastes plans de reboisement, je raccourcis un petit peu parce que. Et puis derrière, ben oui, c'était la cata, il n'y avait plus rien à bouffer, beaucoup d'immigration. Et puis il y a eu ces plans de reboisement décidés par l'État, par l'intermédiaire des eaux et forêts. Ces millions d'arbres qui ont été plantés. Et au final, le retour des ongulés sauvages progressif, aidé d'ailleurs, faut dire, par les plans de chasse des chasseurs. Qui s'étaient rendus compte qu'ils avaient un peu trop tapé dans la caisse eux aussi, et puis qu'il n'y avait plus grand-chose à tuer. Et donc les plans de chasse ont favorisé énormément le retour des ongulés, comme les cerfs et les chevreuils, et les sangliers, n'en parlons même pas. Et là, évidemment, le cycle s'est remis en place avec des loups protégés en Italie qui sont venus tranquillement et doucement. Et les loups sont venus frapper à ma porte jusque dans le champ de sort. Et depuis, j'ai encore plus l'impression d'être à ma place. Je t'ai toujours trouvé très ouvert et en fait, on perçoit que tu as cette capacité à comprendre les difficultés des autres et je trouve qu'on le voit encore plus dans Vivre avec les loups. Les échanges sont parfois compliqués durant les promos et tu as eu quelques confrontations. Et je voulais savoir si tu avais eu des difficultés en fait, à obtenir des intervenants dans les milieux de l'élevage parce que ils peuvent être un petit peu fermés à être mis en avant dans un de tes films. Ben oui, c'est vrai que je me suis fait bousculer, j'ai clairement reçu des menaces de mort, enfin bon, c'est quand même toujours très compliqué. Ça a été compliqué avec Marche avec les loups, avec des séances interrompues, des manifestations, et j'en passe. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené déjà à me poser, à me dire qu'est-ce que je fais, j'arrête, ça me saoule. Parce qu'en plus, moi, je suis un modéré, comme tu le dis, tu vois. Je veux dire, ils s'attaquaient, là, moi, je représentais tout. J'étais diabolisé. C'est ça, ouais. C'est moi qui avais relâché les loups en France, quoi. En gros, c'était ça, quoi. C'est à cause de moi que les loups étaient là. Et du coup, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, est-ce que je réponds aussi? C'est vrai que ça agace, et tu as envie des fois de répondre à la haine par la haine, tout bêtement, hein, c'est le réflexe, de te défendre. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas bon. Là, les gens, bon,
c'est du complotisme, c'est du mensonge, il y en a qui ont essayé de me salir, enfin, c'était très très compliqué. Et j'ai dit, bon, on va tendre la main et on va aller vers la bienveillance, parce que finalement, justement, toi, tu es sur Internet, et là, on partage un moment qu'on va partager avec plein d'autres gens, et c'est une belle, une, une belle facette d'Internet. Mhm. Et puis, il y a la facette moche des Absolument. réseaux sociaux, avec l'entre-soi, avec les algorithmes, et la haine qui alimente tout ça. Et donc, je me suis dit, faut surtout pas rentrer là-dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai rencontré des gens par hasard, d'autres éleveurs sont venus vers moi, ou des bergers, ou des copains qu'elles connaissaient, des copains. Et je suis allé voir ces gens en leur demandant, et même aussi des chasseurs que je connaissais pour le coup. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord pour intervenir dans un film là-dessus, qui n'est pas un film, oui, alors, j'ai pas du tout envie de faire un film, justement, les pour et les contre. C'est tout à fait l'opposé. Moi, j'ai choisi de façon complètement personnelle et subjective des gens avec qui j'avais envie de parler, pour parler de façon constructive, on va dire, de ce problème. Alors tous ces gens-là, ils ont subi les loups. Les éleveurs, les bergers, ils ont subi des attaques, ils ont tout subi ce que connaissent les éleveurs et les bergers depuis le retour des loups. Les chasseurs, on leur a dit évidemment en tant que chasseurs, mais bon. Et je leur ai dit, est-ce que vous sentez? Eh bien, on va voir, on verra. Et puis moi, j'ai donc engagé ce nouveau film en suivant une meute de loups aussi, toujours dans les Hautes-Alpes, justement, et sur l'impact, on va dire, d'une population plus importante maintenant, parce que chez nous, on est complet. Ouais. Donc c'était intéressant de voir les interactions entre les meutes, maintenant que tout était complet. Donc ça, c'est le but, on va dire, éthologique du film. Et parallèlement, justement, aller voir des gens et parler de cette problématique, mais de façon bienveillante, tout simplement. Absolument. Même si on n'est pas d'accord, de discuter et de tendre la main. Et en fait, j'ai vécu des trucs incroyables. Alors, tout ça a pris beaucoup de temps parce que j'y vais tout seul. C'est comme sur le terrain. Moi, la façon dont je bosse, c'est que sur un mois, je vais passer 3 semaines tout seul à faire ma vie. Et puis une semaine par mois, ma petite équipe arrive, me filme, on me remet en scène ce que j'ai vécu, etc. Et là, au niveau des éleveurs, avec les bergers et tout, c'était pareil. J'allais les voir, partager des moments avec eux, discuter. Et puis, à un moment donné, quand tout le monde était prêt, eh bien, l'équipe venait, on parlait des heures et des heures. Et puis après, moi, ce que j'ai trié au montage du film, qui a été évidemment laborieux parce qu'on avait beaucoup de matière, eh bien, je leur ai fait valider. Pour que tout le monde se sente à l'aise, tout ce que j'avais choisi de ce qu'ils disaient, parce qu'on peut très bien faire dire tout et n'importe quoi aux gens. Bien sûr. Dont on parle pendant des heures. Et du coup, on a eu, comme ça, une relation incroyable. Et tout le monde a validé. Et ce film, pour moi, maintenant, il est comme une évidence. C'est ma réponse. C'est ma réponse à tout ça. Et on a des exemples incroyables dans le film. Bon, j'invite les gens à venir le voir, évidemment. Mais dans ce film, on a des exemples de gens, et j'en dirai pas plus, qui étaient des anti-loups, mais réputés, des gens qui m'auraient viré avec le goudron et les plumes il y a quelques années, et chez qui je suis allé, j'ai été accueilli de façon incroyable. Tout ça parce que des bénévoles en Suisse, bénévoles de l'association Opal, qui est la même que Pastoralo en France, donc les bénévoles sont venus les aider sur les alpages, ont empêché des attaques, et cette problématique du bénévolat et de la main tendue, elle a eu un résultat incroyable chez des gens très 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 remontés contre les loups. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le film le raconte bien sûr, et on ne va pas dévoiler tout le film, mais pour dire, aller vers l'autre, donner de soi, ce que font ces bénévoles, suffit à débloquer des situations qui paraissent perdues. Et ça, c'est vraiment le message du film. Et en plus, c'est des messages hyper importants au niveau du vivre ensemble. Non seulement avec les loups, mais avec les humains. C'est-à-dire que cette histoire quand même de ruralité agrippée et instrumentalisée par un bon nombre de personnels politiques. Oui, assez fermé finalement. Oui, qui dit ouais, la ruralité, nous on vous comprend, on va vous défendre contre la vie. En fait, donc toujours des clivages entretenus par des politiques. Et les politiques qui s'en foutent en fait, parce qu'ils ne sont pas dans la ruralité, il faut arrêter quoi. Je veux
Je veux dire, quand on est à la tête de région ou autre, voilà, on n'est pas paysan, quoi. Hein. Mais ils instrumentalisent ça en disant, et puis ils se donnent une espèce de belle image, on vous comprend et tout. Alors évidemment, il y a des problèmes dans la ruralité, on le sait. Des problèmes justement pour la santé, pour les services publics. C'est des évidences. Moi, j'y suis né, j'y vis, on le sait. Oui. Mais on peut se battre pour ça sans dire que tous les citadins sont des cons. Absolument. Et nous, on a la vérité. Et ces histoires de bénévoles qui vont mouiller la chemise, qui vont dormir dehors, sous la pluie, qui veillent de la tombée de la nuit au lever du jour, et qui permettent aux bergers de dormir, mais c'est loin d'être anecdotique. Tu vois, on est vraiment dans des trucs. Moi, je me suis éclaté, quoi. Je me suis vraiment éclaté. Et je pense que c'est le langage qu'il faut avoir aujourd'hui. Il faut se parler. Bon, ben voilà, il y a toujours des pros, il y a toujours des anti, mais moi je trouve que c'est naze. Pro, anti, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. On a ces solutions-là que tu soulèves dans le film, notamment ce dont tu viens de parler, la garde volontaire, et les chiens de protection, notamment avec les filets de protection, tout ça, qui sont en place depuis plusieurs années. T'as confiance en ces méthodes? Ben, c'est des méthodes qui marchent. Voilà, le triptyque, on sait, moi j'ai eu cette chance, même si j'étais malheureux d'être en Mongolie, ben on voit qu'ils sont des chiens de protection qu'on appelle les molosses là-bas, que la nuit ils regroupent le petit bétail, qu'il y a des gamins tout le temps à garder les troupeaux. D'accord. Qui ne sont pas bouffés par des loups, en parenthèse, peut-être qu'ils ont moins de bambou que... En tout cas, c'est une réalité. Mais on sait que le triptyque fonctionne, mais c'est pas évident à mettre en place. Je veux dire, un éleveur de brebis, c'est pas un éleveur de chiens. Donc quand il faut que ces gens-là se mettent à élever des meutes de chiens, des chiens qui sont compliqués à gérer, avec des touristes, avec des vététistes, des trailers, toute cette problématique existe. Donc je crois que c'est bien de parler de tout ça, et puis de la recherche de sens, certains éleveurs, la bidoche, elle va où, qu'est-ce qu'on en fait, oui. Le retour au circuit court, évidemment, qui est souhaité. C'est vrai que tu mets le doigt là-dessus, excuse-moi, je te coupe, tu mets le doigt là-dessus dans le film, notre rapport au vivant et à notre manière de consommer aussi. Je crois que c'est Joseph et Olivier que tu rencontres qui sont tous les deux éleveurs. J'ai particulièrement aimé cet échange sur lequel vous soulevez un petit peu ces questions-là. Le problème vient de là, de la consommation, je pense. Beaucoup, puis c'est une quête de sens de la part de ces gens-là. Et puis je tiens vraiment à dire que c'est eux qui parlaient. Moi je laisse parler, on discute, et c'est eux qui sortent des trucs. Et c'est génial, quoi. Et puis des contradictions. Alors, pareil, on ne va pas dévoiler le film, mais on a des trucs qui sont incroyables au niveau de ces questions de sens, de ces chiens, etc. Mais le fait de se questionner, par exemple, par rapport aux chiens, ne veut pas dire qu'il ne faut pas de chiens. Moi, ce que j'ai adoré, finalement, là-dedans, et ce que je revendique, c'est la complexité. Oui, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse du populisme. À l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de réponse, on ne donne pas de leçon, et on se questionne. On se questionne, et c'est un bon début. Mais de toute façon, ceux qui trouveront des solutions, c'est ceux qui se questionnent. C'est pas ceux qui disent que l'élevage était compatible avec les loups. Ou ceux qui sacralisent le loup à un point de dire « Ah ben non, un loup qui vient attaquer, on ne peut pas le tirer ». Et le fait de tirer un loup, moi, ça ne m'a jamais posé de problème, car c'est un cas de défense d'un troupeau, d'un loup un peu trop arrogant, on va dire, et pas assez farouche. Et puis il y a des loups, voilà, chaque loup a son caractère. Puis il y en a qui mettent un peu trop la pression. Moi, le fait de tirer un loup ne me pose pas de problème. En revanche, quand on est sur des plans de tir, de régulation, comme ça devient le cas actuellement, au travers de... En Suisse, c'est le cas, ils veulent éliminer 70% de la population de loups, c'est complètement débile. Enfin voilà, on est dans le populisme pur. Et en Europe, Ursula von der Leyen, pareil, de déclasser le loup, et en France aussi. Là, on est dans le politique pur. Et c'est là qu'on est dans l'instrumentalisation du loup. Parce que cet animal qui se régule et qui est régulé par les proies, ben, si vous tapez dedans, eh ben, la régulation, elle va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de reproduction, des dispersions évidemment sur des meutes atomisées. C'est ça. Des dispersions. La dispersion est normale, mais quand elle devient plus importante, ben, elle devient problématique. Parce que ces jeunes loups, ben, ils n'ont pas de culture. Donc ils vont aller chasser le plus pratique, c'est-à-dire des animaux domestiques. Donc ça, voilà, moi j'ai quand même toujours mon côté très militant là-dessus. Mais qui est juste du bon sens, quoi. Et là, voilà, il faut réfléchir à tout ça. S'il y a des loups, il suffit qu'il en reste un, ça suffit pour aller attaquer. Bien sûr. L'histoire de dire on vous enlève des loups,
C'est typiquement du clientélisme et du populisme. C'est une réponse immédiate en fait, mais ça règle pas le problème de fond. Tu le dis dans le film et on le voit un petit peu, le loup de toute façon il est présent et continue à gagner du territoire. Il va finir par coloniser d'autres territoires en France. Alors nous dans les Alpes, le retour du loup a maintenant plus de 30 ans. Mais il y a des territoires qui sont encore pas préparés à tout ça. La prévention est peut-être aussi une solution. Ah mais on en parle dans le film. On en parle dans le film. Il y a des gens qui décident de choisir cette voie de la prévention, c'est-à-dire d'anticiper le retour des loups. C'est ça. Inexorable. On sait que ça se passera. C'est inévitable. Et on a des gens comme ça qui travaillent déjà là-dessus. Alors c'est sûr que c'est pas évident quand même de travailler sur un problème qu'on n'a pas encore. Oui. C'est justement des visionnaires. C'est-à-dire des gens qui se creusent et qui en fait seront beaucoup moins impactés évidemment selon les loups débarquent. Et ça c'est aussi évidemment, ça fait partie des pistes à suivre et de genre, alors moi comme je dis, moi je ne donne pas de recette. Moi je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour faire le pont entre ces gens que je trouve intéressants. C'est pour ça que c'est des gens évidemment que j'ai choisis de façon, je le redis, subjective. Je suis là pour les laisser parler. En fait c'est des gens, je tiens à le dire avant qu'on termine, oui. Ça me paraît très important, c'est des gens qui sont des invisibles. C'est-à-dire que ces gens que j'ai rencontrés, ils ne représentent qu'eux-mêmes. C'est vrai. Et j'adore ça, parce que justement, avec cette complexité, j'ai eu dans mes séances d'avant-première des gens qui me disaient, ouais, des éleveurs notamment, très, on va dire, syndiqués, pour faire court, et qui me disaient, ouais, ces mecs-là, mais c'est des marginaux, ou ces mecs-là, c'est des rigolos. Ah ben oui, ben merci pour eux déjà. Mais ces gens-là existent, ils représentent qu'eux-mêmes, alors que vous, qui les insultez, vous représentez une idéologie. Et ça change tout. Ouais, c'est intéressant. Alors évidemment, on n'est pas du tout... voilà, c'est pour ça que je n'ai pas du tout la prétention d'apporter des solutions toutes faites, etc. J'ai l'intention, au travers de ce film, de faire parler des gens qui sont en dehors des courants caricaturaux et qui ont leurs problématiques, leurs questionnements. Et je tiens aussi à dire, et c'est marrant, parce que ces gens-là, quand on parle avec eux, on est là pour parler des loups, a priori, on fait un film Vivre avec les loups. Mais au bout de 10 minutes, on parle d'autre chose, on fait le monde, parce que tout est lié. C'est notre façon d'être au monde. Et c'est là qu'est aussi tout l'intérêt de cet animal, qui est instrumentalisé politiquement, qui est... Voilà, et quand on fait un film comme ça, quand on parle des loups avec ces gens-là, évidemment, ça déborde. Parce que le loup est un stigmatiseur, c'est un empêcheur de tourner en rond, qui réveille des choses. Des fantasmes. Écoute, je vois que l'heure tourne. Oh, on parlerait des heures, hein, mais bon. Oui, on pourrait parler des heures. Je vais évidemment te poser cette question. Est-ce qu'il y aura une suite à cette trilogie, Jean-Michel? Non. Non, là, je crois que... moi, je vais continuer à suivre mes loups, ça c'est voilà, c'est mon truc. C'est une drogue dure, donc je ne peux pas arrêter, ça c'est clair. Mais au niveau cinématographique, je pense que ces trois films se complètent les uns les autres et ils ont été vraiment désirés et pas prévus. Et donc, il fallait que je les fasse. C'était comme un besoin. Quand on fait des films, c'est tribal dans le besoin. Je comprends. Donc j'avais besoin de les faire. J'ai pas du tout envie que les loups deviennent mon fonds de commerce. Et j'ai envie d'autres émotions cinématographiques. D'accord. Donc, quelque part, j'ai ma vie privée, on va dire, avec les loups, qui m'a continué. Ça, c'est ma vie privée. Et évidemment que je partagerai toujours avec des passionnés, avec des scientifiques, avec des éthologues. C'est d'avancer. On se creuse. Et au plus on en connaît, au moins on en connaît. On connaît ça. Hein. Ouais. Au plus on en connaît, au plus on doute de tas de choses. Donc ça, c'est une passion qui continuera. Mais au niveau cinéma, j'ai envie d'autres aventures. Mais toujours... pour dénoncer les choses, faire réfléchir, interpeller. Donc voilà, mais pour l'instant, franchement, c'est une page blanche. Ok. Il faut que je digère ça. Là, tu vois, j'accompagne le film, je vais l'accompagner encore pas mal de temps, même après sa sortie. Et puis après, voilà, il y a un moment, je vais décompresser, je vais retourner au bivouac tranquille et tout, puis les choses vont s'articuler. Oui, ça va se faire naturellement, peut-être. Voilà.
avec Jean-Pierre, mon producteur, on discute, il ne bouscule pas. On a quelques idées comme ça, mais pour l'instant c'est très vague. D'accord. Et puis il y aura un autre film, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Ok. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que dans cette trilogie, ces 3 films, et je pense que c'est important d'en parler, c'est que tu as su te réinventer. Le sujet de fond est le même, et tu as quand même su nous faire 3 films, enfin toi et ton équipe, qui sont tous autant les uns que les autres intéressants. Et ça, c'est un exercice, je pense, qui est compliqué, donc je voulais juste te féliciter par rapport à ce sujet-là. J'invite vraiment les gens à aller voir ton dernier film le 24 janvier prochain, donc Vivre avec les loups. Et merci pour ce que tu fais, Jean-Michel. Continue autant que tu peux, parce que tu en inspires plus d'un, et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Merci aux gens qui vont nous écouter, je les salue. Et puis allons au bout de nos rêves. Je crois que c'est juste la base. Tu vois, moi j'arrive à 64 balais, bon, je suis pas vieux. Bon, un peu plus vieux quand même que toi. mais quand j'arrive à ce moment-là, je me dis, il faut aller au bout, il faut rien regretter. Et je regrette surtout pas d'avoir basculé, d'avoir fait ce film sur l'aigle à l'époque. Ouais. C'est vieux, hein, 2010, mais allons au bout de nos rêves et ne regrettons rien. On va rester là-dessus alors. Merci.